pense qu'il est temps que je vous parle d'un truc, d'une bombe à retardement et des moyens de la désamorcer. Vincent s'excuse que d'expliquer comment sauver l'humanité prenne plus de 10 minutes et espère que ce seront 10 minutes bien investies. Depuis un peu plus d'un siècle, on sort des énergies fossiles du sol, charbon, gaz, pétrole, et on les transforme en gigatonnes de gaz à effet de serre sans en payer le prix. On a fonctionné à crédit, et ce crédit, c'est la Terre qui nous l'a accordé. Ce qui me fout les chocottes, c'est que les scientifiques s'accordent à dire que la planète va encaisser notre dette. Elle va fermer le compte et saisir notre maison. Une petite planète, messieurs, dames, une petite planète à votre bon cœur. Une petite planète, quoi, allez, soyez sympa. Cette opération bancaire brutale, dans le jargon, on appelle ça l'emballement climatique. Tu vas pas en entendre parler souvent, parce que même Rambo, ça lui fout des sueurs froides. L'emballement climatique, c'est le fait que l'augmentation de la température planétaire va entraîner des réactions en chaîne qu'on ne pourra pas arrêter et qui bouleverseront le climat pour toujours. C'est comme quand t'as lancé une machine de blanc et que tu te rends compte que ton caleçon rouge pétant s'est glissé dedans. C'est mort. Les scientifiques du monde entier s'accordent sur le fait que la température planétaire a augmenté de 0,89 degrés Celsius depuis 1901 et que ça cause de l'activité humaine, à savoir les gigatonnes de gaz à effet de serre que nous avons relâchés dans l'atmosphère qui absorbent les rayonnements infrarouges émis par la surface de la Terre. Tu rajoutes à ça la déforestation et les mécanismes qui naturellement captent le carbone, les fameux puits de carbone. Bah tu obtiens un réchauffement planétaire. Douter de ça aujourd'hui, ça revient à pas croire en la science en fait. C'est faux, c'est faux. D'ailleurs, j'existe. Et j'ai des règnes qui peuvent le prouver. Rodolphe, t'étais bourré ce soir-là ou pas? Ce petit degré d'augmentation à l'échelle planétaire se traduit aujourd'hui par des réchauffements de 2 à 4 degrés dans les régions polaires, et ça c'est pas bon du tout. On avance dangereusement vers 3 points de non-retour, au-delà desquels le climat part en cacahuète. Les 3 points de non-retour. Le premier point de non-retour, ou tipping point pour les fans de VO, se trouve en Arctique, avec la calotte glaciaire. Ce gros glaçon fonctionne comme un immense miroir qui renvoie les rayons du soleil dans l'espace et évite qu'il réchauffe notre bonne vieille Terre. Mais alors que la température des pôles monte, le glaçon fond de plus en plus vite et le miroir se rétrécit d'autant. Or, plus le miroir rétrécit, plus les rayons du soleil atteignent la planète, plus la planète se réchauffe, plus le miroir rétrécit. Aïe, le climat part en vrille et notre planète part en steak. Eh mais attends, on n'a pas de bac à glaçons assez grand pour la calotte polaire? Le second point de non-retour se trouve dans l'océan, c'est la poiscaille qui trinque et nous avec. Tout ce CO2 qu'on a relâché dans l'atmosphère se retrouve à 25% dans l'océan, qui s'acidifie en l'absorbant. Le pH de l'océan est déjà 30% plus acide qu'à l'ère pré-industrielle. Moi j'adore un peu de citron dans mon rhum coca, mais il y a une bestiole qui déteste, mais alors déteste ça. C'est le plancton. Ouais, le truc bouffé par les baleines là, mais qui est en fait à la base de tout l'écosystème marin et qui représente 50% de ce qui a vécu ou vit actuellement sur la planète. Balèze. Eh bien le plancton, dans un océan un tout petit peu plus acide, il meurt. Mais moi je m'en fous! Je suis pas un plancton! Très juste, mais le jour où le plancton meurt, c'est toute la vie de l'océan qui meurt avec. Or l'océan et la vie organique qui s'y trouve fonctionnent comme une gigantesque usine à filtrer l'air et l'eau et produit la majeure partie de l'oxygène que nous respirons. Donc toi et moi on est morts, et en plus t'es privé de saumon à Noël. Non, pas le saumon! Et le tarama? Aussi! Le troisième point de non-retour se trouve encore en Arctique, dans le sous-sol de la toundra, le permafrost. La toundra c'est pas la première destination touristique parce qu'on se les pèle grave. Et dans ce sous-sol gelé en permanence se trouvent des tonnes et des tonnes de méthane, stockées là-dedans depuis des millénaires. Avec le réchauffement planétaire, une première couche de ce sous-sol risque de se dégeler et de libérer le méthane qu'il contenait. Ça part dans l'atmosphère, et là, problème, parce que le méthane, c'est du CO2 dopé aux amphétamines. Gaz à effet de serre, plus. Donc ce premier pet de la toundra réchauffe la planète d'un coup, ce qui libère une nouvelle couche de méthane, ce qui réchauffe encore plus, et là ça part en vrille. Mais t'es sûr qu'on n'a pas un congélateur assez grand pour la toundra, t'as vu? Le truc qui me retourne le cerveau, c'est de me dire qu'on va peut-être dépasser un de ces points de non-retour, subir les conséquences de ces cercles vicieux et seulement alors se dire « Merde, on aurait pu, si j'avais su, si j'avais cru !» Ah ouais, mais les gars, ce sera trop tard. La planète, c'est comme un verre qui contient la vie. Elle met du temps à changer de stade, mais une fois qu'elle a changé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Des fois, ça m'empêche de dormir. Par contre, ce qui me fait me lever le matin et qui me fait un bien fou, c'est de savoir qu'on n'a pas encore perdu, qu'on peut encore éviter l'emballement climatique et vivre heureux et épanoui sur notre belle planète bleue, plutôt que finir comme ces types. Mais on a très peu de temps pour se bouger, entre 5 et 10 ans.
Je m'explique. Les scientifiques du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, les patrons dans le domaine, nous disent qu'il y a un scénario qui nous permettrait de rester sous la barre des 2 degrés et ainsi éviter l'emballement. Ce scénario dit qu'on doit radicalement réduire nos émissions de gaz à effet de serre dès 2020, autrement dit être engagé dans la transition écologique de 2020, de manière à ce que nos émissions suivent une courbe décroissante jusqu'à 2100. Inverser la courbe après 2020 serait beaucoup plus difficile, plus coûteux, voire impossible. Écoutez, les marchés sont unanimes, il y a une super promo sur 2020, faut investir maintenant. Le scénario dit aussi que la quantité totale de CO2 émise dans l'atmosphère issue de l'activité humaine ne devra pas excéder les 800 gigatonnes d'ici 2100, sachant qu'on a déjà émis 534 gigatonnes. Comme il n'y a pas d'émissions sans extraction des énergies fossiles, ça veut dire que pour éviter l'emballement, il faut qu'on laisse 80% des réserves connues d'énergie fossile dans le sol. Non mais 2020 gars, c'est demain. 5 à 10 ans, c'est rien. Qu'est-ce que je vais faire dans les 5 prochaines années? Je croyais que c'était la génération d'après qui allait devoir gérer ça, que moi encore j'étais tranquille, mais c'est tout l'inverse. Pour mes enfants, ce sera trop tard. Même s'ils devenaient super écolos, ils pourront rien faire. Moi par contre, ma génération, on a une occasion unique à saisir. On est vraiment la dernière génération à pouvoir empêcher le changement climatique. C'est tellement un moment incroyable de l'histoire de l'humanité. Imagine-nous vu de l'espace. Warning. 7 milliards d'êtres humains sur une Terre fonçant à 108 000 km/h autour d'un soleil perdu dans l'univers. Depuis des milliers d'années, nous les observons. Il s'agit de la dernière génération à pouvoir sauver leur espèce de l'auto-extinction. Leur réponse au changement climatique déterminera comment ils vivront, où ils vivront et si ils vivront. Pouah, moi ça me saoule toutes ces histoires. Pourquoi tu ne trouves pas un petit coin tranquille, posé, pour vivre ta vie relax? Mais moi aussi, je suis tenté de rien faire en espérant que ça se calme tout seul. Je te l'accorde, c'est une énorme responsabilité, c'est flippant. Mais bon, de 1, je pense que tout ça va nous rattraper où qu'on se cache. On parle quand même de l'air qu'on respire là, de l'eau qu'on boit. Et de 2, je trouve qu'il y a quelque chose de grisant qui me fait vibrer à me dire qu'il y a ce grand projet, ce moment déterminant, qui m'a été donné de le vivre et que je peux choisir d'y trouver ma place. De donner un coup de rame qui emmènerait le navire loin de la tempête. J'aimerais bien le croire, mais reviens sur Terre, frère. Il y a trop de fric à se faire dans le pétrole. T'arrives à rien à changer juste parce que tu l'as décidé. Sois un peu pragmatique, réaliste. Écoutez, être pragmatique et réaliste, c'est regarder droit dans les yeux le fait que si on continue le business as usual, l'humanité telle qu'on la connaît disparaît dans un siècle. Après, c'est clair qu'il y en a qui ont du fric à se faire. Depuis qu'on parle du changement climatique à la télé, les multinationales du fossile se défendent bec et ongles à coups de campagne pour le gaz de schiste, le sable bitumineux, les forages en eau profonde. Ils jouent la montre parce qu'ils savent que leurs jours sont comptés. Pour avoir parlé avec eux plusieurs fois, je peux vous dire que les personnes qui travaillent dans l'industrie fossile savent que leur business n'est pas viable. Mais ils vivent dans une bulle trop confortable pour vouloir en sortir. Et ils remettent la responsabilité sur les consommateurs, sur les actionnaires qui veulent du profit, sur la loi du marché. Petite note à moi-même pour vérifier où ma banque place mon argent, parce que comme c'est rentable, souvent ils le mettent dans le fossile, or l'argent c'est le nerf du changement. Moi je leur en veux pas à ces gars, je les comprends même, mais le truc c'est que si on doit se goinfrer de tout ce qu'ils ont dans leur magasin pour faire plaisir à leurs actionnaires, si on doit brûler toutes les réserves d'énergie fossile, on va vers 9 degrés d'augmentation de la température d'ici 2100. Il est strictement impossible que l'humanité survive à 9 degrés d'augmentation. À 9 degrés, on est carbonisé. Donc t'es en train de dire que si on continue à obéir à la loi du marché, on est tous carbonisés. Mais alors est-ce qu'il faudrait désobéir? Ah, big question. Ces multinationales sont accros au profit et comme un accro aux drogues dures, elles font du mal autour d'elles mais elles n'arrivent pas à arrêter toutes seules. Je me dis que leur business destructeur de l'environnement n'est pas légitime et qu'elles ont besoin de mon aide pour arrêter. Et donc que je peux légitimement les bloquer. Du coup, je suis allé empêcher la tenue du sommet du pétrole offshore à Pau. Et j'ai vu qu'il suffisait de 500 personnes pour bloquer la grand-messe des pétroliers. J'ai vu que la désobéissance civile non violente permettait de réveiller les consciences de ceux qui sont dans les rouages de l'industrie fossile, en les sortant du confort dans lequel ils ont l'habitude d'évoluer. On était nombreux, on était déterminés, on courait loin de notre impuissance, notre apathie et de notre fatalisme. Franchement, ça m'a donné une pêche. Ça m'a convaincu que la sortie des énergies fossiles se fera par nous, par nos actions de désobéissance, par l'accumulation de grains de sable qui viendront bloquer cette machine trop bien huilée. Avant, j'essayais de faire ma part en mangeant bio, moins de viande, en prenant les transports en commun ou en donnant de l'argent à des assos, mais là, j'ai 5 à 10 ans devant moi pour inverser la vapeur. Il faut que j'embraye et que je passe à la vitesse supérieure. Comme ça a été le cas aux États-Unis, où les actions répétées des activistes ont forcé Obama à abandonner le projet d'oléoduc Keystone XL et refuser les demandes d'exploration des réserves de pétrole de l'Arctique. Thank you very much, everybody.
Du coup, ce mois-ci, je rejoins un bon millier de gens ordinaires bien décidés à bloquer la plus grande mine de charbon à ciel ouvert d'Europe pour faire capoter sa vente et pousser l'Allemagne vers le 100% renouvelable. Plutôt cool. Je vais lire dans vos pensées. Évidemment, sortir des énergies fossiles passera forcément par une décision des États. Mais ils sont copains comme cochons avec les multinationales. Donc c'est à nous de leur mettre la pression pour leur faire appliquer quelques mesures indispensables, comme 1. L'arrêt des 550 milliards de dollars de subventions publiques aux fossiles. Ouais, t'as bien entendu, 550 milliards de dollars vont aux subventions aux énergies fossiles, quand elles pourraient aller subventionner les énergies renouvelables. Merci beaucoup. Et 2. Une tarification mondiale du carbone pénalisant les émissions de CO2. Sans ça, on sera carbonisé. Et c'est con quoi, surtout quand l'alternative d'une transition écologique est tellement cool. L'alternative trop cool. L'alternative trop cool. Quoi? Tu cherches l'embrouille? Je vais pas finir comme toi, moi. Je sais qu'il y a cette crainte qu'en arrêtant de marcher aux énergies fossiles, on se retrouve à l'âge de pierre. Personne n'a envie de ça. Personne propose ça. Pour chaque objet que nous utilisons, il existe déjà des alternatives moins gourmandes en énergie et plus efficaces. Pour notre smartphone, il y a déjà le Fairphone, durable, modulable, réparable et équitable. Pour notre électricité, il y a déjà Enercop, fournisseur d'énergie 100% renouvelable. Pour notre argent, il y a déjà la Nef, une banque éthique où notre fric sert au développement local d'une économie durable au service de l'humain, plutôt qu'à enrichir quelques multinationales sans boussole morale. C'est une transition vers du mieux, vers un grand bol d'air pur. Il suffit pour s'en rendre compte de lire le scénario des ingénieurs de Negawatt qui décrit les étapes, moyens et résultats d'une transition écologique en France. Bref, ça me semble pas impossible d'empêcher l'emballement climatique. C'est pas un combat sans fin, il y a un objectif très clair avec un horizon de temps limité. Nous pouvons nous sauver en laissant 80% des énergies fossiles dans le sol. On a 5 à 10 ans pour le faire acter. Et pour cela, en plus de changer nos modes de vie individuels, il va nous falloir désobéir collectivement et bloquer l'industrie fossile sans haine, sans armes, sans violence. Et tu te demandes peut-être qui je suis pour dire tout ça. Je suis juste un minuscule être humain qui voit qu'on est en train de mettre en péril son avenir et celui de ceux qu'il aime, et qui voit qu'il a encore le temps d'agir pour empêcher ça. Et j'ai envie de croire que derrière les masques et les boucliers de plexiglas, derrière les montagnes de billets, derrière les bureaux ovales ou non, devant cet écran, il y a d'autres êtres humains. Des gens comme moi qui essaient d'être heureux et faire ce qu'ils pensent être le bien. Et pour les autres, il va sûrement falloir leur apporter le changement. On a 5 à 10 ans. On s'y met sérieusement? Partager, c'est sympa. Partager, c'est sympa. Partager, c'est sympa. Toi-même, tu sais. Le partage, gros.